tu dois aujourd'hui, tous tes potes avec qui tu vas à Malaga ou tu vas en Thaïlande et tu dépenses 1500 euros, et ben si tu es fier d'être algérien, si tu fais ce groupe WhatsApp là avec tous tes potes et vous allez à Janet, vous allez à Tamanrasset, vous allez à Gardaya, vous allez à Wahran et vous montrez l'étendue de votre culture à vos amis. Et je t'assure que tes potes, ils reviendront en se disant l'Algérie c'était extraordinaire et 10 personnes qui vont parler à 100 personnes, c'est déjà extraordinaire. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Éthique, le podcast qui invite des entrepreneurs engagés, qui ont des bonnes valeurs morales. Toujours, je choisis avec soin mes invités. Et aujourd'hui, je reçois un ami, un frère, Sofiane Le Sage. Ça va, Sofiane? Ça va Djilali, merci pour l'invitation. Moi, je vous présente toujours un petit peu, mais vous vous présentez toujours mieux que moi, je ne vous présente. En deux mots, Sofiane, c'est le fondateur, cofondateur, co-dirigeant avec Marwan, qu'on salue, de Riwaya Travel, l'agence qui a été élue l'année dernière la première agence touristique algérienne. Arrête-moi si je dis des bêtises. Et Sofiane, il a un parcours incroyable qu'il va nous raconter. Dis-nous déjà, dans un premier temps, ton activité aujourd'hui, c'est quoi? Et après, on va revenir un peu sur ton chemin. D'accord, donc aujourd'hui je suis entrepreneur, donc entrepreneur à cheval entre les deux rives. J'ai cofondé une société qui s'appelle Riwaya Travel. Riwaya, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire conte, récit, roman, parce que justement on voulait mettre de la lumière sur la destination Algérie et le faire de la meilleure des manières. Donc c'est pour cela qu'on s'est très rapidement identifié avec mon associé comme la première agence premium du tourisme durable en Algérie. Donc du coup, on se définit comme premium parce qu'on endosse toutes les difficultés liées à la destination. Un touriste étranger de je ne sais où dans le monde tombe sur une vidéo Riwaya, tombe sur une vidéo en Algérie, etc., qui parfois est dans sa langue. Et du coup, il va être intéressé. Il va nous contacter directement et derrière, on va s'occuper d'absolument tout. Donc la paperasse administrative, son voyage avec les meilleurs guides. Et à la suite de son voyage, le retour après expérience. Et on est durable parce que il faut être durable aujourd'hui quand on entreprend, notamment dans le tourisme. On sait que le tourisme, c'est à peu près 10% des émissions de gaz à effet de serre du coup dans le monde entier. Donc dans un moment fatidique, je dirais, pour le monde, il fallait justement que nous, on ait cette dynamique de durabilité et qu'on puisse à travers cela, impliquer tous les acteurs de l'écosystème touristique algérien en se disant Riwaya, s'ils sont durables, nous aussi on doit être durable et faire des choses. Donc la durabilité, ça ne veut pas dire écologie, parce que forcément il faut être totalement pragmatique sur ce sujet. L'Algérie n'est pas une destination écologique. On est obligé de partir par avion en Algérie, on est obligé d'avoir un 4x4 entre une ville et une autre pour aller quand on se déplace par exemple dans le Sahara, avec beaucoup d'équipements, etc. Donc c'est une logistique qui est lourde. Mais nous, quand on dit durabilité, on n'inclut pas que l'écologie, mais on va inclure d'autres thématiques, dont par exemple le tourisme équitable. C'est la capacité à pouvoir rémunérer dignement les populations locales. Et les populations locales qui sont parfois les plus reculées. On parle par exemple des Mozabites, on parle par exemple des Touaregs dans le Grand Sud algérien. La capacité à pouvoir les rémunérer décemment, dans l'objectif à ce que cette rémunération puisse ruisseler sur l'entièreté des populations à Janet ou à Tamanrasset. Ce n'est pas la même chose quand on paye Zoujmlein, 100 € une prestation à Janet. Ça ne va pas être le même ruissellement sur la société de Janet que quand une agence comme Riwaya Travel va rémunérer ses Touaregs 400-500 € la prestation. D'accord, tu as bien posé le décor et le contexte. Riwaya Travel, c'est quelle année la création? Alors, 2019, on a été agréé et immatriculé auprès du ministère du Tourisme et de l'Artisanat en Algérie. Et 2023, on a été également immatriculé en France parce qu'on avait eu beaucoup de nos touristes étrangers qui étaient frileux à payer une agence qui était uniquement basée en Algérie avec un RIB en Algérie. Et donc, du coup, on a ouvert notre agence. Aujourd'hui, on est la seule agence immatriculée entre la France et l'Algérie, donc qui a toutes les garanties de responsabilité civile en Algérie et qui a toutes les garanties de responsabilité civile en France. De bout en bout, vous parlez à la même entité, qui est Riwaya. Du moment où le touriste appelle Riwaya en France ou en Europe, jusqu'au moment où il se fait accueillir par une veste Riwaya Travel partout dans les 58 régions en Algérie. C'est important ce que tu dis, il faut le dire. Moi, Sofiane, on s'est connus décembre 2023 au Sahara Connect, séminaire que tu avais co-organisé à l'époque avec notre frère Morad et Abdelkrim aussi, Benour, qu'on salue. Pour la première édition en tout cas. Et ce professionnalisme, on l'a vu déjà. Moi, je l'ai vu à travers toi, à travers le séminaire, parce que c'était aussi porté par Riwaya, à travers en termes de logistique derrière. Et je suis reparti
à Djanet, donc en avril dernier. Djanet, c'est le grand sud-est algérien, le Sahara, hein, le plus bel endroit du Sahara, je pense, Probablement. probablement. Et je suis reparti avec Riwaya. Donc, aujourd'hui, Riwaya, moi je suis algérien et je vais en Algérie chaque année, mais pour vraiment un tourisme de qualité, il offre toutes les garanties, la sérénité et la tranquillité. Et je le dis pas. Et on l'attendait, ça. Moi, personnellement, je l'attendais. En fait, pouvoir faire mon circuit sur mesure, sur Internet, réservé. Et tu me feras pas mentir, vous êtes en train un peu de changer la donne, vous attirez beaucoup de touristes étrangers. Je dis pas qu'il n'y en avait pas en Algérie, peut-être qu'on ne les voyait pas, mais en tout cas, vous contribuez au fait d'en avoir de plus en plus. Bien sûr. Alors, il faut être conscient aujourd'hui, c'est qu'il il y a très peu de touristes étrangers en Algérie. Il y a très peu d'agences qui sont en capacité de pouvoir accueillir des touristes étrangers. Et il y a très peu d'agences également qui le font de manière qualitative et qui sont en capacité de pouvoir rassurer un touriste étranger sur son séjour. Donc c'est la raison pour laquelle nous, on a décidé justement d'émerger et de créer cette agence et surtout de créer ce qu'on va appeler la révolution touristique en Algérie. Cette révolution touristique en Algérie, elle est déterminante. Elle est déterminante dans un sens où le tourisme, c'est le seul secteur qui va ruisseler sur absolument toutes les strates d'une population en Algérie. Quand moi, on me rémunère en tant qu'agence, et on va dire qu'on va me payer une prestation à 3 ou 4 000 euros les 15 jours, donc un touriste étranger, britannique ou autre, il faut savoir que ce touriste britannique, déjà, il a le choix. Parce que dans les destinations du Moyen-Orient, dans des destinations désertiques, il y en a d'autres. Il y a la Jordanie, il y a nos voisins qu'on ne va pas citer, il y a également Oman. C'est des destinations qui sont touristiquement très importantes et très imposantes sur un schéma de communication à l'échelle internationale. Donc nous, si le touriste il a décidé de venir en Algérie, ça veut dire qu'il a fait fi de toutes les autres destinations et qu'on a réussi à le rassurer finalement sur l'Algérie. Donc on a fait tout un travail en amont. Ce touriste-là, c'est 4 000 euros, du coup il ne va pas aller les dépenser ailleurs, il va les dépenser en Algérie. Et le tourisme, à la différence de tous les autres secteurs, le tourisme, l'argent du tourisme va directement dans les poches de chaque agent économique algérien. Parce que quand on paye 4 000 euros, moi je paye sur une prestation de 10 jours, il y a 10 guides. C'est-à-dire il y a 10 guides qui sont rémunérés pour une journée à peu près 10 000 dinars la journée. Ouais. Sachant qu'on sait que le SMIC en Algérie, c'est plus du 25 000 ou 30 000. Donc en une journée, nos guides, qui sont les meilleurs guides en Algérie, ils gagnent déjà 10 000 dinars. Aussi, les restaurateurs, tous les restaurants dans toutes les villes que ces personnes ils vont aller visiter, les hôteliers, les prestataires que tu vas voir absolument toutes les régions, le coordinateur, le jeune coordinateur de 25 ans qui est ultra heureux de faire découvrir sa culture et son patrimoine à des touristes étrangers. Donc le tourisme, pour moi, c'est une révolution qui bien en amont de faire changer les mentalités de la part de touristes étrangers, fera changer les mentalités d'une grande partie des Algériens qui se diront il faut que je perfectionne la manière dont j'accueille un touriste étranger et il faut que je le fasse avec brio pour que des agences comme Riwaya Travel puissent me donner du business à l'avenir. Magnifique. Quand on entend Sofiane le sage, pour ceux qui ne te connaissent pas, les gens ils vont se dire le sage, machin. C'est le moment que tu nous racontes un peu ton histoire qui est très longue. On pourrait passer des heures et des heures, mais on va y passer le temps qu'il faut. Mais Sofiane le sage, quand on ne te connaît pas, on va dire oui, il est né en France, allez, peut-être papa français, peut-être mère algérienne, mais raconte-nous. Alors, je m'appelle Sofiane Le Sage. Mon père est issu de la bourgeoisie française. Ma mère est issue de l'arrière-pays sétifien. Lorsque mon père s'est mis avec ma mère, du coup, fin des années 80, il faut savoir que toute la famille de mon père a rejeté mon père. Du coup, mon père a décidé de quitter son château dans les Yvelines dans lequel il vivait pour aller vivre dans un HLM avec ma mère dans les Yvelines. Donc c'est là-bas où j'ai grandi. Où j'ai passé une partie de ma vie. C'est là-bas où je suis né, dans ces Yvelines-là. Et du coup, par la suite des expériences de la vie, mon père est décédé lorsque j'étais très jeune d'une maladie neurodégénérative qui l'a voilà, affaibli pendant une dizaine d'années. Et il s'est fait enterrer en Algérie, mon père. Donc du coup, moi, à ce moment-là, j'avais 14 ans, je ne comprenais pas ce que je vivais. En fait, je me suis dit, mon père, ce Jean-Claude Lesage, c'est le véritable pont entre les deux rives. C'est le véritable pont qui aujourd'hui n'existe plus entre la France et l'Algérie. Du coup, mon père est enterré là-bas. Et voilà mon petit storytelling et le Sofiane Le Sage. D'accord. Histoire déjà, ouais, c'est difficile. La maladie, qui est une maladie terrible, tu as dû aider, soutenir. Il décède, tu as 14 ans.
Ça t'empêche pas de faire des belles études à côté. Bien sûr. Donc j'ai été ensuite diplômé en droit à Sas. J'ai été diplômé d'une licence à la Sorbonne également en langue. Et à la suite de cela, j'ai passé les concours pour les grandes écoles de commerce et j'ai eu l'immense privilège d'être admis à ESCP Business School. Et j'ai terminé mes études à ESCP Business School et c'est à ce moment-là en parallèle où j'ai commencé à lancer Rewire Travel. On va y revenir. Toi, jusqu'à quand tu lances Rewire Travel, tu as quel âge, Sofiane? Alors j'avais 25 ans du coup en T'as 2019. 25 ans. C'est quoi ton rapport à l'Algérie entre 0 et 20 ans? Mon rapport à l'Algérie entre mes 0 et mes 20 ans, ça a été un rapport très affectionnel. Donc là, on va parler d'identité parce que c'est super important pour Bien moi. sûr. Donc j'ai vécu à cheval entre les deux rives toute mon enfance et j'ai toujours vécu l'Algérie comme un franco-algérien avec un passeport algérien, la capacité d'aller en Algérie et de découvrir cette population qui est extraordinaire. J'ai eu l'immense chance également euh, de faire partie de la première génération d'immigrés. C'est-à-dire que je ne suis pas de la troisième ou de la quatrième génération qui, malheureusement, de par l'histoire, leur lien à l'Algérie et leur rapport à leur arabité ou à leur amazirité s'est dissipé. Moi, bien au contraire, comme je suis issu de la première génération, ma mère, elle avait vécu jusqu'à ses 27 ans en Algérie. Donc, du coup, elle avait des amis, elle avait travaillé dans des écosystèmes en Algérie où elle avait des collègues. Elle avait également des sœurs qui étaient très proches d'elle, une fratrie d'une dizaine de personnes dans tout l'arrière-pays sétifien. Donc, moi, j'avais cette connexion qui était ultra profonde à l'Algérie et c'était ma seule connexion. Et à la différence de tous les gens avec qui j'ai grandi dans un quartier, tu sais, eux, ils avaient déjà des cousins au Mureau, ils avaient des cousins à Mantes-la-Jolie, ils avaient des cousins dans d'autres villes. Moi, tous mes cousins, ils étaient en Algérie. Parce que la famille de mon père, je ne la connaissais pas. Et du coup, j'ai toujours été baigné avec cette algérianité. Et pour refuser l'état social dans lequel j'étais, je me réfugiais toujours derrière le drapeau algérien. Pour moi, le fait de me réfugier derrière le drapeau algérien, c'était comme si je me protégeais de tous les marasmes que la société et les difficultés sociales pouvaient m'envoyer sur la tête. Mais tout cela a évolué. Ça a évolué depuis mes lectures, ça a évolué depuis que je suis chef d'entreprise en Algérie et à la fois en France, ça a évolué depuis que j'ai fait ESCP Business School. Aujourd'hui, qui je suis véritablement? Je suis à la fois français, à la fois algérien, et je suis surtout franco-algérien. Je m'explique. Pour moi, cette capacité à être fier d'être français, à être fier d'être algérien, c'est une très grande richesse qui permet de pouvoir faire parler de rives qui finalement ne se parlent pas assez. Et cette capacité à aujourd'hui transcender une grande partie de la France qui serait peut-être raciste, ou des Algériens qui ne veulent pas qu'il y ait des Français qui viennent émerger, cette capacité à pouvoir être lucide sur tous ces sujets-là. Cette capacité à dire que moi aujourd'hui, j'ai grandi, comme je le dis très souvent, comme dans un troisième pays. C'est-à-dire que ce n'était pas la France qui m'avait donné toute cette culture, c'est pas l'Algérie qui m'avait donné toute cette culture, c'était la France-Algérie. Donc cette France-Algérie-là, elle avait ses propres codes culturels. Les codes culturels, comme je te le disais tout à l'heure, il était une fois dans l'Oued, Ryan Fever, etc., qui étaient des codes culturels qui étaient propres à nous, franco-algériens. Mais que nous, on n'avait pas les mêmes codes culturels que le français, on n'avait pas les mêmes codes culturels que l'algérien. Et que finalement, dans cette enfance dans laquelle on a grandi, on a été délaissé et par la France et par l'Algérie, il faut le dire. Tu vois, ce genre de choses. Parce que ça nous permet de mieux construire notre identité et de savoir qui on est. Parce que en sortant de l'ESCP, juste pour une petite anecdote, on m'a proposé des offres chez McKinsey, chez des gros cabinets de conseil, parfois jusqu'à $100 000 de salaire annuel. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je ne gagne pas encore cette somme-là. Donc, c'est pour dire que j'ai fait ce choix-là d'aller en Algérie parce que je voulais que ma vie ait un sens. C'est poignant. J'encaisse un peu tout ce que tu dis. Je suis d'accord avec la grande majorité sur la France-Algérie, hein. Moi aussi, issu de la première génération d'immigrés, nos parents qui sont venus au même âge, 30 ans, dans ces eaux-là. Euh, et c'est vrai, ouais, que culturellement, c'est pas évident pour nous de se dire on est quoi finalement, 100% français, 100% algérien. Et je crois que comme tu l'as très justement dit, on est les deux. On est les deux. Il y a des codes de la France que j'aurais beaucoup de mal, aussi avec son histoire chrétienne, de par le passé, que je pourrais jamais m'approprier de cette France-là. Et il y a beaucoup de codes de l'Algérie que j'aurais aussi beaucoup de mal. Donc je prends des deux côtés. Je sais pas toi si tu l'as, mais en tout cas, nous, quand on était gamins, on allait en Algérie, par exemple. Mais ça reste encore une fois des conneries de gamins. Mais les jeunes de notre âge qui nous rejetaient, il y avait une forme de rejet. Tu vois, les immigrés, les trucs, les moqueries, les insultes, parfois les bagarres. Ça, c'était récurrent chaque été.
Mais maintenant, en tant qu'adulte, ça se produit pas du tout entre adultes algériens, ce genre de choses. Et j'ai regagné aussi un grand amour de l'Algérie et de plus en plus ça va. Mon père est aussi enterré là-bas, Rahmou, qui est décédé en 2021. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, tu vois. On est aussi de cette France, du Club Dorothée, tout ça. On peut pas enlever ça de notre Bien histoire, sûr. de notre ADN. Mais quand même, tu as fait un choix fort de dédier ta vie, parce que c'est au-delà du professionnel, de monter Riwaya Travel avec Marwan. Et là, tu vas nous raconter un peu comment ça s'est fait. De refuser ces grands cabinets de conseil en France et de te dire non, moi je vais investir en Algérie. Quand tu fais ce choix, tu es sûr de toi ou c'est un peu un pari fou? Je vais juste revenir rapidement sur ton commentaire précédent et après je vais Bien sûr. passer à autre chose, juste avec une petite anecdote. Moi, je me reconnais dans une partie de ce que la France est, mais bien sûr que je ne me reconnais pas dans tout ce que la France a pu faire. Je ne me reconnais pas dans les massacres de Bugeaud, je ne me reconnais pas dans les enfumades qu'il y a eu à Mostaranem, toi qui viens de Ouaharan. Je ne me reconnais pas dans tout ça et l'histoire de l'Algérie, je la connais à la seconde près, donc on ne peut pas me mentir là-dessus. Et du coup, je reviens maintenant sur le sujet Non, d'après. mais attends, je veux juste mettre une petite Ouais. parenthèse. À quel moment et pourquoi tu t'intéresses autant à l'histoire de la France-Algérie? Pour toi, c'est venu naturellement, c'est ta curiosité propre, tout le monde ne le fait pas. Comme tu as dit, on est 6 millions de franco-algériens, t'en as très peu qui connaissent, et alors aussi bien que toi, il y en a vraiment très très peu, qui connaissent la guerre d'Algérie, les massacres dans le détail, les dates, etc. À quel moment de ta vie tu te l'appropries ça? Et pourquoi ce besoin? Alors, j'ai eu cette immense... J'ai découvert mon pays à travers Riwaya et j'ai découvert l'Algérie, la culture algérienne à travers Riwaya. Mon premier séjour avec des Américaines, on avait réuni 30 Américaines du coup sur la thématique de la danse et je me retrouve à Constantine avec ces 35 Américaines. Je connaissais rien de Constantine, si ce n'est que mon associé venait de là-bas et que de temps en temps j'allais chez lui et que je prenais le café avec ses oncles. Et je découvre le Malouf. Qui connaît le Malouf aujourd'hui? Le Malouf, c'est l'un des 3 courants de musique arabo-andalouse. C'est des musiques où il y a une dizaine de musiciens à côté du chanteur, et le chanteur, il va te chanter des airs qui sont tellement puissants et profonds qui vont te faire dire, mais t'as des frissons quand t'écoutes ça. J'ai vu des Américaines pleurer en écoutant ça. Moi, je me suis dit, c'est à 100 km de chez moi. Pourquoi je le savais pas? Pourquoi je le savais pas? Pourquoi moi, en tant que Staifi, j'ai mangé que du haïch toute ma vie et de la chouchoura? Pourquoi on m'a pas fait goûter de la rechta? Pourquoi on m'a pas fait goûter les plats d'Oran? Pourquoi on n'a pas cette capacité à pouvoir justement se rencontrer, se connecter culturellement, etc. Pourquoi on devait s'arrêter à j'arrive à Sétif et je vais à 30 km de Sétif et je vais à Ain Men et c'est ça mon voyage? Non, c'est pas ça le voyage en Algérie. Et c'est ce jour-là où j'ai commencé à découvrir et à me rendre compte justement de l'immensité de la culture algérienne. Parce qu'aujourd'hui, mes réalités, j'ai ramené un Touareg avec moi à Shanghai. Donc ce Touareg-là, c'est une personne qui vient de 40 km de la frontière nigérienne. Qu'on le veuille ou non, il est plus proche culturellement d'un Nigérian que d'un Algérois ou que d'un Staifi, mais que l'Algérie et l'algérianité nous rassemblent. C'est le Wahda al-Wataniya, l'unité nationale. C'est ça qui fait qu'on est tous ensemble. Et c'est quand tu ouvres les yeux sur cela et tu fais ouvrir les yeux de tous tes touristes. Des amis à moi, ESCP, qui sont venus en Algérie. Parfois certains qui sont de communautés juives, parfois d'autres qui sont de communautés chrétiennes. Ils ont été choqués de ce qu'ils ont appris, de la guerre d'Algérie, de toute la colonisation, etc. Ils pensaient que l'Algérie, il n'y a eu que des bienfaits, il n'y a eu que des constructions de routes, il n'y a eu que des constructions d'hôpitaux, etc. Ils ne savaient pas qu'on avait retiré la capacité à tous les Algériens d'être éduqués, tout simplement, d'avoir la Éduqué, ouais. possibilité d'aller à l'éducation et d'avoir l'école. Et c'est quand tu te rends compte de tout cela que tu te dis que l'Algérie, elle a que 60 ans, elle est encore très jeune. Mais je dois tout faire pour faire partie de ces millions de personnes qui vont un tout petit peu porter l'Algérie un tout petit peu plus chaque jour. Moi, je le fais à travers le tourisme parce que je sais que le tourisme, c'est ultra fondateur pour un pays. Je sais que dans tous les pays internationaux, tous ceux que vous voyez, tous ceux que vous avez visités, le Brésil, les BRICS, la Russie, l'Inde, la Chine, quand vous allez là-bas, dites c'est dynamique, c'est incroyable, les aéroports, ils sont magnifiques, etc. Mais il faut être conscient, c'est que dans tous les pays émergents, 60% de l'emploi de ces pays émergents est lié directement au tourisme. 60% de l'emploi. Ça veut dire que le tourisme, c'est le premier vecteur du développement de la Chine. Donc nous aussi, si on veut y réfléchir et qu'on se dit, on a un pays à 250 milliards de PIB, peut-être 300 milliards de PIB, si on veut passer à 350 ou 400 milliards et avoir plus de travail pour nos jeunes chômeurs, ben du coup, il faut peut-être songer au tourisme.
Si toi, tu as un cousin et qu'il cuisine encore des merguez dans la rue, ben peut-être que le tourisme lui aurait donné un poste de guide ou un poste de chauffeur. Il faut être pragmatique. Et c'est là où, tu vois, j'en veux, moi, à titre personnel, à toutes les personnes qui sont parfois ici et qui disent pas de tourisme en Algérie. Moi, je leur en veux à ces personnes-là. Parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est que le non-tourisme en Algérie, ça détruit le pays. Ça détruit le pays sur le plan culturel. Ton patrimoine culturel, matériel et immatériel, il est parfois en danger. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de touristes qui vont là-bas, à certains endroits. Toi, tu viens de Tiaret. À Tiaret, il y a la grotte d'Ibn Khaldoun. Peu de personnes peuvent nous dire ce que c'est, qui il est Ibn Khaldoun. Alors que pour moi, chaque franco-algérien, chaque franco-tunisien, chaque franco-maghrébin devrait avoir lu dans sa vie le Muqaddima. Le mec, il l'a écrit à Tiaret dans une grotte, le Muqaddima, qui est aujourd'hui un chef-d'œuvre sociologique et politique pour absolument toutes les civilisations. Même les Occidentaux, ils se disent comment ce mec-là, il a pu écrire ça, et dans ces conditions-là, et au XIIIe siècle. T'imagines le truc ? Incroyable. T'as pas peur que... Comment tu vois le tourisme en Algérie dans les années à venir? Et t'as pas peur? Comment on se protège d'un tourisme de masse avec des hôtels partout, les gens en bikini dans tous les coins, sur les plages? On n'a rien contre les gens en bikini, je le précise, et chacun fait ce qu'il veut. Sauf que l'Algérie, c'est quand même une république islamique, musulmane, c'est quand même l'islam, est fortement intégré à la vie du pays. Donc il y a des choses aujourd'hui qui sont pas prêts ou qui n'ont pas envie de voir. Euh, Tu penses que ça pourrait arriver, ce genre de choses, ce tourisme de masse, ou que ça n'arrivera pas? Et Alors, qu'est-ce que tu souhaites? il faut être totalement pragmatique. C'est que moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Mais par contre, je vais vous donner des éléments de réponse pour pouvoir aiguiller votre pensée de la meilleure des manières. Quand je dis je n'ai pas la réponse à cette solution, c'est que le tourisme en Algérie, c'est pas Sofiane qui va le définir, c'est pas Sofiane qui va dire comment c'est. Mais par contre, nous, le tourisme en Algérie, on doit se poser avec les acteurs pertinents, les hôteliers, les guides, les pouvoirs publics, et se dire comment on veut que le tourisme soit en Algérie ces 20 ou ces 30 prochaines années. Et dès qu'on l'aura fait, on aura cette stratégie et cette ambition et cette vision et ce cap à respecter. Maintenant, il y a des choses à comprendre. C'est que le tourisme en Algérie aujourd'hui, le tourisme dans le monde, comme ça je vais donner des datas, les gens ils pourront comprendre, Ouais. la recommandation internationale en termes de PIB pour le tourisme, c'est 10%. Il faut que dans une économie diversifiée et saine, il faut que le tourisme y représente 10%. Dans notre pays, dans notre voisin chérifien, le tourisme, il représente 10%. Ça veut dire qu'il y a une économie qui est diversifiée là-bas. Chez notre voisin tunisien, le tourisme, il représente 17% du PIB. Le tourisme, aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est peut-être 10% du PIB, mais ça correspond dans des pays émergents à 60% de l'emploi. C'est-à-dire que son impact, il n'est peut-être pas directement un impact financier, mais son impact en termes d'emploi, en termes de développement des infrastructures, etc., il est beaucoup plus profond, beaucoup plus puissant. Et du coup, on doit se dire, la Tunisie aujourd'hui, c'est 7 millions de touristes. Ouais. Notre voisin chérifien, c'est 15 millions de touristes, 17 millions de touristes cette année. Nous, aujourd'hui, il y a 3 millions de touristes qui sont annoncés par l'État, mais si tu retires toute la diaspora, ça fait moins de 100 000 touristes qui viennent en Algérie. Donc, l'Algérie, qui fait 5 fois la taille du Maroc, qui fait 10 fois la taille de la Tunisie, elle peut passer de moins de 100 000 à 3-4 millions de manière aisée. Moi, je ne dis pas qu'on arrive à 17 millions. Et même à 17 millions, le pays il est tellement grand en Algérie qu'on ne les verra pas, les touristes, au quotidien. Il faut être totalement pragmatique. Les touristes, on ne les verra pas au quotidien. 90% des touristes qui vont dans le royaume chérifien, ils sont focus entre 3 villes. Ils vont à Agadir, Marrakech et Fès, c'est tout. Et pour certains, à Casablanca, c'est tout. Ça veut dire que nous, l'étendue de l'Algérie, on ne les verra pas au quotidien. Ils iront à Tamanrasset, ils iront à Djanet. Si demain, on passe de 100 000 touristes à 4 millions de touristes annuels, je t'assure, Djilali, la Casbah d'Alger deviendra l'endroit le plus beau de toute la Méditerranée. Parce que tous les touristes, ils passeront par la Casbah d'Alger. Ils feront, quoi qu'il arrive, un passage à la Casbah d'Alger. Et revenons encore sur cet impact en termes de communication. Imagine 4 millions de touristes, donc 50% de Français. Que ces 50% de Français, nous, on les oblige à passer par le musée des martyrs, Maqam Shahid, pour qu'ils aillent découvrir ce qui s'est passé le 8 mai 45, pour qu'ils aillent découvrir ce qui s'est passé en 1870, les enfumades, etc., pour qu'ils aillent découvrir tous les massacres que l'armée coloniale française a fait en Algérie. Je t'assure qu'aujourd'hui, toutes ces personnes-là, ils reviendraient ici et ils ne laisseraient plus personne parler négativement et de manière néfaste sur l'Algérie. Donc il y aurait un impact de communication qui serait incommensurable sur toutes les villes d'Algérie. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse aussi et qu'on se dise,
Il y aura des villes, ce sera un voyage comme quand tu vas à Malaga ou autre chose. Oran, par exemple, c'est une ville balnéaire où les gens ils aiment y aller, il y a des beaux hôtels et la capacité à pouvoir voyager. Il y aura des villes où ce sera peut-être beaucoup plus culturel. Boussaada, Biskra, par exemple, où les gens ils viendront beaucoup plus sur un mindset de découvrir la culture et la religion. Mais aujourd'hui, on ne peut pas rester sur ce statu quo. On est obligé d'avancer. Et c'est quoi la donnée qui doit nous faire obligé d'avancer? C'est le chômage des moins de 35 ans. S'il y a une seule donnée pour laquelle on doit se bouger, on doit arrêter de dire il faut rien faire pour le tourisme, c'est le chômage des moins de 35 ans. Le jour où tu verras tes cousins qui cuisinent encore, qui font du gboub dans la rue, où tu verras plus ton cousin faire ça mais qui deviendra guide, moi je serais ultra content. Parce que lui, il sera ultra heureux de partager sa culture. Pourquoi lui, il n'aurait pas le droit de dire sa grand-mère elle avait des tatouages? Pourquoi lui, il n'aurait pas le droit de dire que ses cousins ou ses cousines, ils sont battus dans la guerre d'Algérie? Pourquoi lui, il n'aurait pas le droit de raconter ça à des touristes américains? Et aussi, il faut être pragmatique sur le sujet aussi. C'est que quand je te dis que notre patrimoine culturel immatériel, il est en danger, c'est qu'aujourd'hui, il y a des éléments de notre patrimoine. Je parle du tapis Guergour. Pas beaucoup de personnes connaissent le tapis Guergour. Dis-nous, c'est quoi justement? Le tapis Guergour, c'est un tapis qui vient de Sétif, d'une ville qui s'appelle Guergour. Ce tapis-là, aujourd'hui, il n'y a plus que quelques femmes dans cette ville-là qui savent le faire et qui ont un âge assez avancé. Il n'y a pas eu de transmission sur ce tapis-là. Djilali, c'est le seul tapis de toute l'histoire du monde arabe et du monde persan qui a gagné l'exposition universelle de 1906. Tu regardes aujourd'hui le tapis Guergour, tu tapes sur Google, tu vois, il y a un timbre d'Algérie Post de 1965, tu te dis, mais ce tapis-là, il mériterait d'être dans tous les châteaux du monde tellement il est extraordinaire. Il est originaire de Sétif. Chaque cousure, elle a une histoire à raconter. Chaque cousure te raconte un élément de Sétif. Moi, mes Américaines, quand je les ai ramenées, elles t'ont payé des tapis à $2000 à Ghardeia. Si ces Américaines elles venaient beaucoup plus à Sétif, il y aurait eu peut-être des centaines de tapis chaque mois qui seraient vendus. Et du coup, ce tapis-là, il aurait pu perdurer dans l'histoire. C'est un patrimoine. Et c'est pour cela qu'on doit arriver, on doit sortir de cette phase du non-tourisme et on doit arriver à un tourisme qualitatif. Et c'est là où je regarde chaque franco-algérien qui m'écoute. Et je leur dis, vous êtes ultra fiers de sortir le drapeau de l'Algérie quand on gagne une fois tous les 6 ans la Coupe d'Afrique ou quand on va en Coupe du Monde. Vous êtes ultra fiers. Mais vous pensez que vous avez fait quelque chose pour votre pays en faisant ça? Si tu veux être fier de l'Algérie, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aujourd'hui, tous tes potes avec qui tu vas à Malaga ou tu vas en Thaïlande et tu dépenses 1500 €, eh ben si tu es fier d'être algérien, si tu fais ce groupe WhatsApp là avec tous tes potes, vous êtes 10 dedans et vous allez à Janet, vous allez à Tamanrasset, vous allez à Ghardeia, vous allez à Ouahran et vous montrez l'étendue de votre culture à vos amis. Et nous, chez Riwaya, on s'occupera du visa, on s'occupera des meilleurs guides et je t'assure que tes potes, ils reviendront en se disant l'Algérie c'était extraordinaire et 10 personnes qui vont parler à 100 personnes, c'est déjà extraordinaire. Donc si toi, tu veux vraiment peser, si toi, tu veux vraiment être fier d'être algérien, c'est que comme ça que tu seras fier d'être algérien et c'est pas uniquement en sortant le drapeau de l'Algérie tous les 7 ans ou en attendant le concert de Cheb Mami une fois tous les 10 ans. Merci, je vais abonder dans ton sens. C'est vrai que nous aussi, les vacances, quand on était petits, c'était avec papa-maman en Algérie, une fois par an et encore. Il y a eu la décennie noire, on allait un petit peu moins, tout ça. On faisait pas grand-chose. On restait dans nos villes. Tiaret, c'est pas la ville la plus funky du monde, mais j'aime beaucoup Tiaret. Un salam à tout ma famille, mes amis de Tiaret. Et Imen Khalif. Exactement. Et pour moi, je suis plus tiaretien qu'oranais d'ailleurs, parce que mon papa, et voilà. Mais avec les années, avec l'autonomie, j'ai voyagé en Algérie. J'ai vu son désert, j'ai vu Constantine, j'ai vu Annaba, j'ai vu ses charmes, sa beauté. Et ça peut être encore mieux. C'est là, je te rejoins absolument. Si le patrimoine est mieux entretenu, on a des trucs de fou malade, on a des spots, enfin même tu vois, dans les villes du désert, tu pourrais faire des complexes là-bas, hôteliers incroyables. Il y en a, mais trop peu. Et pour autant, comme tu as dit, on ne veut pas de la masse et elle ne se verra pas, cette masse. On va rester dans quelque chose de maîtrisé, comme ils peuvent avoir en Jordanie. La Jordanie, c'est un pays que j'ai beaucoup aimé visiter aussi, avec les valeurs des gens, le respect des gens. Et tous les non-algériens qui sont partis en Algérie, d'ailleurs, un truc revient tout le temps, c'est que c'était incroyable, l'hospitalité des Algériens. Et c'est tellement dingue comme l'Algérie est en train de s'ouvrir quand même malgré tout. Et cette Algérie qui était fermée trop longtemps, les gens ont inventé des histoires dessus. L'Algérie, ils te comparent ça avec les endroits les plus reculés de la terre, les moins développés. Là-bas, c'est le chaos, limite.
mais c'est tellement des préjugés et des fausses idées. Donc, allez voir de vous-même. Et je te rejoins aussi sur le fait que nous, les Franco-Algériens, il faut absolument. J'entends encore des gens. Ah, l'Algérie, il n'y a rien à faire et tout. Je vais aller à Majorque, je sais pas quoi. Il y a tout à faire. C'est beau, on mange bien. On retrouve finalement nos racines, qu'on le veuille ou non. Tu vois, le faciès. Tu vois, tu parles. Oui, on est français algérien, mais le faciès, il est quand même plus de l'autre côté de la Méditerranée et on est à l'aise aussi par rapport à tout ça. Donc évidemment, allez-y. Et aussi sur ce que tu dis, la France et l'Algérie, ils ont une histoire unique dans le bien, dans le sang, dans le mal aussi, qui n'a pas d'équivalent. Le France-Algérie, il n'y a pas de France quelque chose qui est un équivalent avec le France-Algérie. Et ça, faut qu'on en tire le meilleur plutôt que le négatif. Justement, par rapport à ça, tu reconnais quand même des choses positives que la colonisation a pu amener en Algérie? Alors, moi, au-delà de cet élément-là, j'ai juste envie de te raconter une anecdote, Djilali. Donc, la colonisation, beaucoup de personnes ne savent pas que c'était une colonisation de peuplement. Donc, du coup, on a envoyé 2 millions d'Européens, parce qu'il y avait des Italiens là-bas, il y avait des Espagnols à Ouaharan, 2 millions d'Européens qui ont vécu et qui sont repartis le 5 juillet 1962. Beaucoup de gens ne savent pas aussi que parmi ces 2 millions de personnes, il y avait peut-être 10%, voire 15% des Français coloniaux qui étaient véhéments. Ça veut dire qu'ils faisaient du mal, qui pillaient les terres, qui faisaient les éléments comme on peut le voir actuellement en Cisjordanie, tu vois, sur les oliviers, etc., qui étaient les plus véhéments. Tu vois. C'était ceux à qui on donnait des armes. On disait, allez, fais n'importe quoi, fais ce que tu veux. Et le 85% restant, c'était des Français. C'était des Juifs d'Algérie qui ont vécu pendant 700 ans. Et c'était des personnes, Djilali, qui ont vécu parmi la population algérienne. Il y en avait, ils avaient un niveau de pauvreté, des Français, qui avaient un niveau de pauvreté qui les obligeait à aller vivre parmi les Arabes. Moi, j'ai accueilli un touriste il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ou 4 ans. Il était venu avec sa fille et il voulait absolument justement retrouver un infirmier, c'était un Français, et qui voulait absolument retrouver un infirmier qui était son meilleur ami. Ce touriste-là, il était né dans les années 40 ou les années 50. Ouais. Et du coup, il avait un très bon ami. C'était un infirmier algérien qui travaillait dans un hôpital algérien durant les années 54 et 62. On a tout fait pour le retrouver, on l'a retrouvé. Ils se sont retrouvés 60 ans plus tard. Ces 2 personnes-là, tu sais ce qu'il lui avait appris, l'Algérien? Il lui avait appris la musique Minji Belina. Et tu sais, ce Français-là, il s'en souvenait parfaitement. Et du coup, ils ont chanté ensemble Min jibalina tala'a sawtul ahrar yunadina lil istiqlal. Du haut de notre montagne, etc., nous allons combattre pour l'indépendance de l'Algérie. Et j'ai vu cela entre un Français et un Algérien, donc moi, on ne peut pas me mentir sur la réalité de ce que pouvaient être les 2 peuples. Même chose, une autre histoire. Henri Alleg. Peu de gens connaissent le livre La Question, 80 pages sur la torture. Il a dit, j'ai écrit ce livre-là, c'était un des meilleurs amis de Maurice Audin. Il a écrit ce livre-là pour raconter la torture qu'il a vécue. C'était un Français qui donnait des informations au FLN à l'époque, comme il y en avait par dizaines. Et il a dit, je ne l'ai écrit pas pour que vous vous souveniez de moi, mais je l'ai écrit pour que vous vous souveniez des centaines de milliers d'Algériens qui ont vécu ce que j'ai vécu, mais qui ne pourraient jamais pouvoir l'écrire. Et à la fin de son livre, il a écrit, si je vous ai écrit tout ça, c'est parce que je sais que le peuple français et le peuple algérien sont frères dans le fond. Et que j'ai pas envie que ce soit des gens, une petitesse de personnes qui fassent l'histoire entre ces 2 pays. Et du coup, il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent, mais c'est juste qu'on n'en parle pas. Beaucoup plus de choses qui nous rassemblent, c'est juste qu'on n'en parle pas au quotidien. Maintenant, je veux juste revenir sur une chose, c'est l'impact, encore une fois, de ce que le tourisme peut apporter sur cette question-là et sur justement l'évolution des mentalités. Moi, j'ai une anecdote à te raconter aussi, Djilali. Donc, forcément, plein d'anecdotes. J'ai eu un des conseillers d'une ambassade très célèbre, très réputée, très grande en Algérie, des conseillers de l'ambassadeur qui voulait voyager avec nous à Djemila. Donc,
cette personne-là, elle devait partir à Djemila avec nous une semaine plus tard, mais c'était une période où toute l'opérationnalité était full. J'avais pas de chauffeur, j'avais pas de personnes qui pouvaient l'emmener, j'avais pas de véhicule, etc. Parce qu'on était en pleine vacances scolaires. Donc une grosse période pour nous. Et du coup, j'appelle un ami à moi, enfin un de mes salariés, je lui dis, est-ce que tu connais pas un chauffeur qui est en capacité de pouvoir accompagner tel VIP? Il me dit, je connais un chauffeur. Donc il me le met à disposition, j'appelle le chauffeur, je lui dis rendez-vous demain 9h. Ce chauffeur-là, il arrive, et c'est une haute personnalité, hein, la personne. Ce chauffeur-là, il arrive une demi-heure en retard, il arrive avec l'odeur de la chemma du matin, et il arrive en survêtement. Et avec la voiture qui n'était pas tip-top. Ils partent ensemble, moi j'ai eu très peur. Je sais que mon guide, il était excellent à Djemila, donc ça l'aurait peut-être rassuré. Le soir, ils reviennent à 19h, et là, le touriste, donc le conseiller de l'ambassadeur, il me dit, j'ai vécu une journée extraordinaire. Je dis, comment ça, tu as vécu une journée extraordinaire? Il me dit, la personne, le chauffeur en question, l'a emmené dans des endroits populaires qu'il n'aurait jamais pu voir s'il n'était pas parti avec lui. Et du coup, à ce moment-là, le touriste, enfin le conseiller de l'ambassadeur, a donné $200 de pourboire à l'Algérien. $200, c'est un SMIC en Algérie. C'est énorme. C'est énorme. Il est parti avec ces $200, le touriste était content, le chauffeur était content, etc. 2 mois plus tard, je me retrouve dans la même situation, je me dis, je vais rappeler cette personne-là. Donc je le rappelle, il arrive, je t'assure, Djilali, il était arrivé en costume sans cravate, parfumé, une demi-heure à l'avance. L'argent du tourisme ne ment à personne. L'argent du tourisme ne ment à personne. Il règle absolument tout ce que tu peux penser. Le pourboire, il l'a régulé automatiquement dans sa manière de s'habiller et dans sa manière d'être et dans sa manière de faire. Tout était bien parce qu'il l'emmenait dans des endroits populaires. Mais c'était encore mieux parce qu'il avait... Il savait que s'il voulait gagner, encore une fois, ce pourboire-là, ben du coup, il fallait qu'il donne encore plus de sa personne. Très belle anecdote. Moi, je veux revenir sur une chose importante. C'est un des volets qu'on n'a pas encore abordé. Il y a une espèce de... Je vais appeler ça une mode. Je vois beaucoup de franco-algériens de France qui ont des envies aujourd'hui de retourner en Algérie, s'installer, ce qui en soi est une bonne chose pour eux, s'ils en sont convaincus. Euh, Toi, tu l'as fait il y a déjà quelques années en arrière. Tu vis un peu aujourd'hui entre les deux rives. Entreprendre en Algérie pour quelqu'un qui vient de France, est-ce une bonne idée? C'est toujours une bonne idée. Quand tu es franco-algérien, que les personnes qui ne veulent pas qu'il y ait des personnes comme nous qui émergent dans un écosystème, ça existe en Algérie, qu'on en soit totalement pragmatique. Mais il faut que tu arrives avec le bon mindset, il faut que tu arrives en te disant je dois apprendre rien à personne, je dois juste faire ce que moi j'ai à faire en tant qu'entrepreneur et laisser le bruit de mon entreprise parler pour moi-même. Et du coup, à ce moment-là, tu te rends compte que, in fine, être franco-algérien, c'est la meilleure des options. Pourquoi? Parce que tu as la capacité de pouvoir entreprendre de Dunkerque jusqu'à Tamanrasset. Tu n'as pas de frontière. Ton passeport, il te ramène de Dunkerque jusqu'à Tamanrasset. Donc, si tu as des opportunités en hexagone, tant mieux. Mais si l'Algérie t'ouvre également des opportunités et que tu peux arriver avec la bonne mentalité et pouvoir faire recruter quelques personnes et pouvoir faire développer un écosystème et participer au développement de ton secteur et de ton industrie en Algérie, bien sûr, va, fonce. C'est le moment. Attention, toutes les opportunités qui existent en Algérie, elles n'existeront peut-être pas dans 10 ou 15 ans. Donc aujourd'hui, c'est un créneau extraordinaire pour pouvoir partir en Algérie. Mais par contre, il faut se dire que ça va être dur. Ça va être dur au niveau de l'administratif. Ça va être dur au niveau du manque de mentoring, du manque de coaching, des moments où tu vas vouloir tout arrêter. Donc il va falloir t'associer avec la bonne personne. C'est super important. Et je reviens sur ce sujet-là aussi, c'est que, c'est ce que je dis souvent, à qui s'entête, l'Algérie réussit. C'est vrai, c'est très dur pendant un temps. Mais in fine, tu vas arriver à un moment où l'Algérie te réussira. Et à ce cap-là, tu te diras, ben oui, ça a été très dur. Je passais par des étapes difficiles. En France, ça m'aurait pris 2 ans. En Algérie, ça m'a pris 5 ans. Mais aujourd'hui, j'apporte à mon pays d'origine. De Comment on par mon fait business. pour eux qui vont entreprendre? Comment on fait pour passer le cap des 1 an? Une fois qu'on pose ses valises à Alger, parce qu'ils vont quasiment tous Bien poser sûr. leurs valises à Alger, comment on se décourage pas? Comment nos repères français ne nous manquent pas? Comment on persévère? Alors déjà, les repères français,
quoi qu'il arrive, que tu ailles à Alger, Oran, Sétif, Constantine, c'est devenu des villes qui sont très développées aujourd'hui. Donc, c'est des villes où tu peux avoir ton petit café, tu peux avoir ta capacité à pouvoir avoir une bonne école pour tes enfants, pour ceux qui sont parents, etc. Mais il va falloir toujours s'entourer des bonnes personnes, encore une fois. Il faut faire très attention en Algérie à ceux qui vont se positionner comme un peu des charlatans. Donc des personnes, tu vas les voir sur LinkedIn, ils ont des 15, 20 000 abonnés, etc., sur une telle thématique, mais qui n'ont véritablement rien de concret, qui n'ont pas un seul salarié, qui ne sont pas agréés dans tel ou tel secteur, qui te font du coup de l'illégalité pour pouvoir exister, etc., et qui vont malheureusement entraîner avec eux des gens dans la faute, que ce soit des clients, des fournisseurs ou des potentielles personnes qui vont se dire « moi aussi j'ai envie d'aller entreprendre ». Donc, voilà, en tout cas, aujourd'hui, il faut juste se dire que c'est possible, c'est difficile, mais c'est totalement possible et qu'il ne faudra jamais se mettre une barrière par rapport à la linguistique. Je fais un clin d'œil à mon ami Kevin d'Azul Cosmétique, qui ne parle pas un mot d'arabe, qui est franco-kabyle également et qui porte son projet malgré toutes les difficultés qu'il peut avoir liées à l'arabité. Moi, j'ai eu cette immense chance aussi d'avoir été éduqué par ma mère. Donc, l'arabia, ça a été quelque chose de très facile pour moi dès le départ. Mais voilà, il faut être conscient que c'est totalement possible et surtout, quand je me balade d'est en ouest, je fais l'autoroute de Annaba jusqu'à Tlemcen, je l'ai déjà fait. Je t'assure que sur toute l'autoroute, tu vas avoir 10 projets avec des drapeaux turcs. Tu crois les queutures, même s'ils ont été facilités par je ne sais quelle agence ou je ne sais quoi, tu crois qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes que toi quand ils vont voir le ministère de l'Industrie ou autre chose? Ils ont exactement les mêmes problèmes, que ce soit le grand entrepreneur ou toi-même. Tu crois que les Chinois, ils n'ont pas les mêmes problèmes? Ils ont exactement les mêmes problèmes. Donc si eux, ils peuvent le faire et réussir, comme Casbah Istanbul, le restaurant où il y en a une dizaine dans tout Alger et qui te nourrit 3000 bouches par jour, si lui, il peut le faire, pourquoi moi, j'aurais pas pu le faire avec un kebab? Pourquoi moi, j'aurais pas pu le faire avec un autre service, avec un autre domaine? Donc oui, c'est possible. Mais il faut se donner les moyens et il y a des opportunités de dingue en Algérie. Et c'est le bon moment. Voilà, ça va motiver ceux qui hésitent ou qui avaient un peu peur. Je voudrais qu'on parle un peu de toi. Tu as réalisé une belle prouesse il y a quelques temps du côté de la Russie. Point de vue montagne, tu vas nous raconter tout ça. Et tu vas nous raconter ton projet par rapport aux 7 grands sommets du monde. Tu en as déjà fait 2, ce que tu me disais tout à l'heure. C'est quoi ce projet? Tu me prends un peu au dépourvu là, Djilali. Vas-y, c'est ce qu'il y a de meilleur. Donc voilà, j'ai gravi l'Elbrouz récemment. L'Elbrouz, c'est le plus haut sommet d'Europe. Il y a ceux qui vont dire voilà, le plus haut sommet d'Europe, il est en Occident, mais d'autres qui vont dire il est en Orient. Mais la plupart des gens s'accordent pour dire que le plus haut sommet d'Europe, il se situe du coup dans le Caucase et qu'il est en Russie. Donc 5600 mètres d'altitude. 5600 mètres d'altitude, c'est 2000 mètres d'altitude de plus que ce qu'on appelle la haute altitude. La haute altitude, c'est à partir de 3000 mètres. C'est à partir de ce moment-là où ton oxygène commence à se réduire de manière astronomique. Et c'est à partir de ce moment-là aussi où tu peux être sujet à la maladie de l'altitude. Donc voilà, c'est cette capacité à pouvoir... certaines personnes qui deviennent totalement schizophrènes au sommet d'une montagne. Par la tête. Exactement. Donc voilà, j'ai décidé de gravir l'Elbrouz, je l'ai fait tout seul. J'ai été le 5e Algérien à l'avoir fait. Bravo. Et très fier de dire Algérien à l'avoir fait. Bravo. Je l'ai fait en solo, parce que la première fois, je l'ai fait en groupe, mais que du coup, entêté comme je l'ai été à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est où je reviens, et je ne l'ai pas fait. J'ai dû m'arrêter à 200 mètres, et je n'ai pas pu aller au sommet à cause de la météo. Et c'est un peu aussi la résilience de l'entrepreneur. Attends, quand tu dis solo, il n'y avait personne? Il n'y avait personne la deuxième fois quand je suis parti. T'es parti tout en haut, Je suis tout parti seul? tout en haut, tout seul, avec l'équipement que je m'étais loué. Ah ouais. En fait, je suis parti jusqu'à D'accord. 4800 mètres avec une guide, mais ma guide, elle m'avait abandonné parce qu'elle a eu justement le mal des montagnes. Et moi, j'ai vu le sommet à 700 mètres, je me suis dit, tu peux pas abandonner ici. T'y allais. Je suis parti. Et du coup, je suis parti, j'ai gravi le sommet tout seul, etc. Et dans ces moments-là, tu es tout seul, hein, Djilali. Quand tu fais un pas dans la neige, c'est comme si tu fais 15 pas dans la réalité. C'est extrêmement dur. Très, très, très dur. C'est quoi ton moteur dans ces moments-là? La résilience, la nécessité à toujours tenter. Il faut que j'aille jusqu'au moment où mon corps me dit non ou jusqu'au moment où la montagne me dit non. Et savoir également toujours où placer le curseur. Pour que moi-même, dans l'entrepreneuriat, je me mette zéro limite. Si je veux ramener des Coréens en Algérie, je le fais. Si je veux ramener des Brésiliens en Algérie, je le fais. Personne ne me dira non.
Et du coup, c'est de la même manière, c'est façonner mon mental de sorte à me dire, il n'y a rien qui est impossible. Et du coup, le challenge des 7 sommets, tu m'as lancé là-dessus. Donc, du coup, je vais être le premier Algérien à réussir le challenge des 7 sommets. Inch'Allah. Donc, le challenge des 7 sommets, c'est gravir le plus haut sommet par continent. Donc, il y a l'Afrique que j'ai déjà fait, c'est le Kili à 5008. L'Elbrus, donc le plus haut sommet d'Europe à 5008 également. Donc l'Amérique latine, l'Amérique du Nord. Mon prochain sommet sera en Amérique latine. Ce sera la Concagua, je pense, été prochain. Donc là, on est sur un 6009, quasiment 7000. On a 1000 mètres de l'Everest. Donc tu commences à rentrer vraiment sur du haut niveau, au niveau de la cordillère des Andes. Après, il y a le sommet en Antarctique qui devient un petit peu beaucoup plus coûteux parce qu'il faut y aller en hélicoptère, en petit avion, etc. C'est 30 jours d'ascension, donc c'est vraiment complexe. Pour ça que c'est vraiment pas donné à tout le monde. Et l'Everest, Inch'Allah, à mes 34-35 ans. Donc voilà, c'est l'objectif. Et je l'ai fait surtout pour quelque chose. C'est pour parler d'une cause qui me tient à cœur. C'est une maladie. C'est le deuxième combat de ma vie. Une maladie qui a touché mon père. Donc du coup, une maladie neurodégénérative héréditaire et rare qui s'appelle la maladie de Huntington et qui aujourd'hui également touche un membre très proche de ma famille qui est mon frère. Et voilà, donc du coup, c'est une maladie qui est terrible. Parce qu'elle te fait vivre plusieurs deuils dans une vie. Tu as le deuil de ton père, qui est le deuil du mari de ma mère, forcément, pendant une dizaine d'années où voilà, les dernières années sont terribles et où, comme je te l'expliquais tout à l'heure, quand ton père meurt, il pèse 30 kilos sur un lit de mort avec 10 escarres. Donc moi, c'était cette frustration liée à la vie. Je disais, pourquoi moi, je devais subir ça, en plus des difficultés sociales, etc. Et du coup, voilà, de le faire pour faire parler de cette maladie qui est la maladie de Huntington. Et de me dire qu'il y a tellement peu de personnes qui parlent de cette maladie au quotidien, parce qu'une maladie, malheureusement, ça se market. C'est terrible, mais tout se market dans ce monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend parler beaucoup de Charcot. Pourquoi on entend beaucoup parler de Charcot? Parce qu'il y a eu le film de comment il s'appelle, du mec qui avait écrit l'histoire du temps. Stephen Hawking. Stephen Hawking, exactement, qui avait fait parler de lui, où il avait il parlait avec son petit écran, avec son fauteuil roulant, etc. Ouais. Il y avait le gros film d'Hollywood. Ça se marquait une maladie. C'est pour ça que tout le monde entend parler de la maladie de Charcot. Mais la maladie de Huntington, elle a un énorme taux d'incidence, mais peu de gens le savent. Et les gens, quand ils regardent quelqu'un qui a la maladie de Huntington dans la rue, ils se disent, ce mec-là, il est bourré ou il a des cachets. Alors que le mec, il vit l'une des plus terribles maladies sur Terre. C'est des mouvements qui sont incontrôlés. Tu marches comme ça, tu bouges dans la rue et les gens, ils disent, c'est pourquoi... Ton frère a quel âge aujourd'hui? 35. D'accord. Rabbi Shafi. Et c'est une maladie, Rabbi Shafi, ouais. Inch'Allah. Mais les médecins disent que c'est une maladie. On vit combien de temps avec cette maladie? Incurable. À partir du moment où les premiers symptômes se développent, il y en a c'est à 20 ans, d'autres c'est à 60 ans. Mon frère, ça a été dans la trentaine. Du coup, il te reste 5 à 10 ans avant que voilà, ça se termine. Et c'est d'autant plus terrible, surtout pour ma mère, qui a dû vivre le décès et le deuil de mon père dans des conditions atroces et qui aujourd'hui, à un âge avancé, doit s'occuper de son fils et doit l'accompagner également dans ces moments-là. Elle doit subir la pression morale d'avoir son fils qui se décompose et la pression également physique, parce qu'elle est âgée, elle n'a plus l'âge qu'elle avait quand elle s'était occupée de mon père. Et je veux dire à tout le monde, moi, si j'arrive juste à éveiller les consciences à 1, 2, 3 millions de personnes qui comprennent ce que c'est cette maladie, j'aurais déjà fait quelque chose d'énorme, tu vois. Et surtout, en plus, il y a une chose qui me frappe, c'était qu'il y a 60 ans, cette maladie, elle n'était pas connue. Les gens, même en France, on les envoyait dans des hôpitaux psychiatriques. Ça a été début 2000, on a commencé à connaître cette maladie. Et du coup, ce qu'il faut se dire par rapport à cette maladie, c'est qu'il y a 100 ans, en France, les gens qui avaient cette maladie, ils les considéraient comme des satans, des diables. Il y en avait, on leur coupait même la tête, il y a 300 ou il y a 400 ans. Ça veut dire qu'on les considérait vraiment comme le Satan ou comme diable ou qu'il y a un démon qui était rentré en eux, tu vois. Alors que ces mecs-là, ils vivaient l'une des pires maladies. Et qu'aujourd'hui, en Algérie, tu vois, j'étais parti il n'y a pas très longtemps dans une ville, je vais pas la citer, et je suis parti rentrer dans le commissariat de police parce que j'avais un groupe de touristes et il fallait que je voie le commissaire en question. Et je t'assure que moi, j'ai pas besoin d'avoir un médecin pour me dire... telle personne, elle a cette maladie-là parce que je l'ai vécu. Mon propre père, il l'avait, mon propre frère, il l'a. J'ai pas besoin d'avoir 6 mois de tests ou quoi que ce soit. Je sais que ces symptômes-là, c'est les symptômes de la maladie. Et il avait des mouvements qui semblaient paraître être de cette maladie. Et Mskin, parce que je pense que dans cet endroit-là, on va beaucoup plus, tu vois, se dire « Darboujan ». Tu vois, c'est un djinn qui l'a frappé ou autre chose, culturellement parlant. Alors que c'est une maladie qui, justement, peut être recensée. On recense le nombre de personnes, on essaie de les aider, on essaie de leur faciliter la vie, on essaie de faire en sorte qu'ils aient des établissements spécialisés. En plus, le président Abdelmajid Tebboune,
président algérien, il a dit que l'une de ses grosses missions de son deuxième mandat, c'est de recenser toutes les maladies rares en Algérie et de recenser toutes les personnes qui sont atteintes de ces maladies rares. Donc du coup, ça fait partie également de pouvoir faire évoluer la manière dont déjà les gens en France et en Occident peuvent penser de cette maladie et faire également soulever cette question également à travers des conférences dans des universités en Algérie et pourquoi pas un grand universitaire, professeur, médecin qui fait parler déjà à 450 médecins, tu as déjà fait quelque chose d'énorme, tu vois. C'est quelque chose de très grand. Et du coup, juste pour terminer là-dessus, il y a actuellement un ami à moi qui s'appelle Dimitri, qui a fait le tour de l'Amérique latine. Il est parti du Mexique jusqu'en Argentine pendant 1 an tout seul avec sa tante et son vélo pour faire parler de cette maladie. Il a rencontré toutes les personnes atteintes de cette maladie-là. Il a fait un documentaire de 20 minutes sur YouTube. Aujourd'hui, son documentaire il a été vu 4 millions de fois. Quand je te dis, il se fait contacter par des conseillers, des premiers ministres de grands États internationaux. Il va participer à l'ONU dans des conférences, etc. Tellement il a marqué et bouleversé à travers cette maladie. Parce que c'est une maladie qui bouleverse quand tu la racontes. Et bah, du coup, ce Dimitri-là en question, en janvier, Inch'Allah, il va relancer du coup son projet africain. Il va refaire toute l'Afrique à vélo. Il va essayer de recenser cette maladie-là dans toute l'Afrique. Et il va commencer par 1 mois en Algérie. Et du coup, on va le voir en vélo, Inch'Allah, en Algérie. On va aller faire des conférences, on va aller voir des médecins, on va aller faire parler de cette maladie. Et on va aller dans le sens de la volonté d'Abdelmajid Tebboune, notre président, et de cette capacité justement à pouvoir fédérer autour de ces sujets-là qui sont essentiels, déterminants. C'est magnifique, la connexion, c'est un témoignage fort et sur des sujets difficiles. Je te souhaite en tout cas les 7 sommets et connaissant le bonhomme, j'en doute pas que tu vas les faire. Si Dieu te le permet, je sais que tu le feras. On arrive pas loin de la fin de cet épisode qui était très intense, très riche. Faire un truc un peu spécial pour toi. J'aimerais que tu dises un mot aux Français et un mot aux Algériens, dans le sens, un propos qui pourrait rapprocher les deux rives. C'est une bonne question. J'essaye de savoir du coup à qui j'ai envie de dire le mot en premier. Aux Algériens d'Algérie, la plus grande force de l'Algérie à l'étranger, c'est sa communauté algérienne basée en France. Il est grand temps d'en faire quelque chose. Quelque chose de grand, quelque chose de puissant. Il est grand temps de mettre nos premiers milliardaires franco-algériens. Il est grand temps que ces milliardaires deviennent des multimillionnaires. Il est grand temps que nous, on s'organise pour que notre communauté elle ne soit plus le paria de la société française. Et du coup, pour cela, je sais que vous avez peur des Français qui viennent en Algérie par la peur de l'ingérence. Je peux le comprendre. Dans ces cas-là, faites confiance aux Franco-Algériens parce qu'on ne laissera jamais des Français venir nous dire à nous comment doit être notre algérianité et comment on doit le faire. À un Français, qu'est-ce que j'ai envie de lui dire ? J'ai envie de lui dire que même chose, mais dans l'autre sens. Arrêtez de mépriser l'Algérie au profit d'autres pays parce que votre plus grosse force à l'étranger également est sur le bassin méditerranéen, c'est l'Algérie. Et que du coup, ça, ils doivent le savoir, et ils doivent le voir, et ils doivent le comprendre pour se dire on a beaucoup plus intérêt à aller traiter avec les Algériens, on doit le faire de la meilleure des manières parce que oui, les Algériens, ils auront toujours peur d'un Français pour son ingérence. Et bien du coup, même chose aux Français, mettez des Franco-Algériens, patron de Renault, patron de Total en Algérie, mettez des Franco-Algériens qui sauront parler à l'Algérie, qui auront les codes culturels et pour qui un Algérien, il aurait facilité à pouvoir parler avec eux, sans se dire que lui, il veut me faire du mal. Et peut-être tout simplement aux Français de venir visiter l'Algérie. Exactement. Je crois que c'est un de tes plus grands souhaits. Hein. Bien sûr. Faites le pas. Vous serez surpris de voir un pays aussi riche et avec une population aussi accessible. Moi, j'ai la chose dont tout le monde se souvient après chaque voyage. Tu sais, je fais un classement après chaque voyage auprès de mes touristes. Je leur demande, c'est quoi la chose qui vous a le plus marqué en Algérie ? Ils font tout de suite la comparaison avec Marrakech et Tunis et ils nous disent, on n'a pas été vus comme des portefeuilles ambulants. On n'a pas été vus comme des portefeuilles ambulants. On a voyagé en Algérie en étant comme des Algériens et ça a été la chose la plus extraordinaire qu'on ait pu vivre. Venez visiter l'Algérie, allez sur le site Riwaya Travel, non pas parce que je connais Sofiane et que j'ai voyagé avec lui et que je peux vous dire que tout est carré et qu'il n'y a aucun souci,
mais parce que l'Algérie, elle est belle. Et Sofiane vous offre l'opportunité de venir la visiter du nord au sud, de l'est à l'ouest, avec des programmes personnalisés. Donc allez-y, faites le visa et allez voir l'Algérie, vous reviendrez changer, j'en doute pas. Sofiane, merci, t'es venu d'Alger ce matin, merci beaucoup de m'avoir fait l'honneur d'être mon invité dans le podcast éthique, tout simplement. Tout le plaisir est pour moi, Djilali. Je tiens également à dire que depuis le jour où je t'ai rencontré, tu as été une personne qui a été différente de toutes les rencontres qu'on peut avoir. Tu es une personne qui n'a pas besoin de parler pendant des heures pour qu'on arrive à comprendre le mot-clé qu'elle a envie de nous transmettre. Et au-delà d'être une simple personne, aujourd'hui, tu es un véritable ami, Djilali. Et voilà, en tout cas, je te souhaite beaucoup de force pour tout ce que tu fais au quotidien et dans tous tes projets. Et vraiment, Djilali, tu es aussi une personne extraordinaire. Et la prochaine fois, je pense qu'il y a quelque chose qu'on pourrait essayer. C'est moi qui vais devenir ton podcasteur. Donc, c'est moi qui vais venir t'interviewer Inch'Allah, parce que tu c'est as beaucoup vrai. de choses à dire, Inch'Allah. Bon Oui. courage à celui qui va m'interviewer. Merci beaucoup, ça me touche du fond du cœur. Merci à tous de nous avoir écoutés, en France et en Algérie aussi. Euh, merci à tous et rendez-vous au prochain épisode du podcast éthique. Ciao, salam. تحيا الجزائر et تحيا سطيف العالي.